Merci, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cam News 24 Télévision. La question est plus que jamais lancinante. Le Cameroun sera-t-il prêt pour le championnat d'Afrique des nations féminines qui va se disputer au mois de novembre au pays et la Coupe d'Afrique des Nations 2019 inaugurée ce jour. Le nouveau stade de Limbé est conforme selon les émissaires ou alors selon l'émissaire de la CAF. Mais pour y accéder à ce stade-là, eh bien, il faut donc s'armer de beaucoup de courage. Eh bien, celui donc de Yaoundé est en pleine réflexion, mais les terrains annexes réservés pour les séances d'entraînement ne sont pas encore opérationnels. Et que dit donc des hôtels et autres voies de télécommunication? Que faut-il réunir finalement pour organiser un tel événement? Le Cameroun va-t-il, n'est-ce pas, respecter son propre cahier de charges? Nos invités en plateau, ou alors notre invité en plateau, Pierre-Laurent Tamo, qui est donc expert comptable, spécialiste des questions de la Ligue de football professionnelle. Et si les dieux de la technique sont avec nous, on pourrait avoir depuis la Turquie notre ami Bertrand, donc, qui a bien voulu répondre à notre invitation ce jour. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Merci de nous retrouver une fois de plus sur Cam News 24 Télévision. Je vais immédiatement accueillir l'unique invité de cette édition, Pierre-Laurent Tamo. Bonsoir. Bonsoir Michel. Merci encore d'avoir accepté. Je rappelle juste que c'est la première pour la nouvelle année, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Et j'espère que ce n'est pas la dernière. Ah non, ça c'est tout le mal ou alors c'est tout l'espoir. Alors Pierre-Laurent Tamo, je rappelle que vous êtes expert comptable, vous êtes spécialiste des questions de la Ligue de football professionnelle. Vous avez une parfaite maîtrise ou alors des connaissances sur pas mal de sujets de sport. Vous êtes là ce jour, c'est pour que nous discutions autant pour moi des questions relatives à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on ne va pas déroger à notre tradition. On va vous accueillir avec un ou deux sujets d'actualité. D'abord, la Coupe d'Afrique, non, le championnat d'Afrique des Nations amateurs qui se joue au Rwanda. Vous avez suivi sans doute le score de la rencontre Cameroun-RDC. On est qualifié pour le quart de finale. C'est une bonne nouvelle pour vous aussi, c'est ça? Bien sûr, c'est une excellente nouvelle, Oui. d'autant plus qu'on sait dans quelles conditions ces enfants participent à cette compétition. C'est toujours un plaisir de voir le Cameroun dominer la RDC 3-1. Oui. C'était pas arrivé depuis longtemps et c'est bien qu'ils se qualifient pour les quarts de finale. Ils vont rencontrer la Côte d'Ivoire samedi, c'est un autre match, mais c'est pas exclu que là aussi, des jeunes sortis du terroir s'imposent. Voilà, que les jeunes sortis du terroir, puisque justement, ces équipes ne sont que constituées des joueurs qui évoluent justement dans les différents championnats locaux. On va immédiatement, Pierre, vous n'avez peut-être pas vu la rencontre hier, nous vous proposons de regarder les temps forts de cette rencontre. J'ai malheureusement regardé le match, mais c'est toujours un plaisir de revenir. Vous avez heureusement regardé le match? Absolument. Ah d'accord, bon. On va revoir les buts, les 4 buts, puisque 4 buts ont été inscrits, n'est-ce pas, au cours de cette rencontre. Les 4 buts en images. Juste après, nous allons suivre la réaction de son Excellence Albert Roger Mila, qui se prononce un petit peu sur cette brillante victoire camerounaise hier contre la RDC. On regarde les temps forts de cette rencontre. Juste après, on va écouter Albert Roger Mila.
3-1 contre la RDC Pierre-Laurent. 3 buts, on va peut-être pas les qualifier, mais 3 buts quand même dignes de cette équipe qui n'avait vraiment pas assez marqué tout au long, qui n'avait pas assez marqué lors des 2 précédentes rencontres contre l'Éthiopie et même contre l'Angola. Est-ce qu'on peut dire que cette rencontre se résume en les deux en les 2 rencontres déjà disputées par cette sélection? La troisième, la dernière. Est-ce que la dernière rencontre résume pratiquement les 2 rencontres en termes de buts, par exemple? Absolument, absolument. Il faut également noter que la première rencontre étant le premier match du groupe, les automatismes n'étaient pas, à mon avis, suffisamment en place. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition, ils se retrouvent les yeux fermés. Et c'est normal qu'on arrive à ce score. Ce qui me plaît davantage, c'est de voir le talent dans cette équipe. Quand vous regardez les centres, vous voyez des constructions qu'on a du mal à voir en sélection. En sélection Fagnon, ouais. Ça veut dire qu'on peut dire que cette équipe-là pratiquement monte en puissance au fur et à mesure que les journées passent. Écoute, comme toutes les équipes 1-0, 0 partout, 3-1, c'est une montée fulgurante. Absolument, et surtout quand on sait que la RDC est en Afrique ce qu'il y a de mieux en termes de championnat local. Ils viennent de remporter la Champions League africaine. Tout à fait, avec le tout-puissant Mazembe. Avec le TP Mazembe qui a plus de 7 joueurs sur le stade sur 11 entrants. Donc, lorsque notre équipe lamine à ce point une telle équipe avec une telle facilité dans le jeu, mais je ne suis pas du tout étonné parce que Tungu Pile, à chaque fois qu'il monte une équipe, je me rappelle encore des Jeux Olympiques où il avait monté une très belle équipe, mais finalement, le problème c'est la transition. À un moment donné, ces joueurs disparaissent. Tout à fait. Alors qu'en réalité, ça devait servir d'appui pour soulager ou bien pour redynamiser l'équipe. Tout à fait. Voilà. Alors, un qui est aussi satisfait, n'est-ce pas, de cette prestation, nous l'avons dit, c'est son Excellence Albert Roger Mila. Il est ambassadeur itinérant. Il se trouve, disons-le ainsi, du côté du Rwanda, aux côtés de cette équipe, de cette sélection A prime. Albert Roger Mila s'est donc livré, n'est-ce pas, au jeu de questions-réponses. On va écouter cette interview réalisée par nos confrères. On n'a pas de pronostic à faire. Nous continuons notre bout de chemin jusque là où le Seigneur va demander qu'on s'arrête. Je pense que nous voulons nous donner un ton et nous comptons continuer de cette manière afin que nos jeunes joueurs puissent continuer à s'améliorer. Toutes les équipes sont bonnes. Il n'y a pas une équipe qui est sortie de l'eau pour impressionner une autre. Je crois qu'il faut respecter tout le monde et jouer avec sa force pour pouvoir aller plus loin. Le football africain a beaucoup donné au football mondial et nous continuons de le faire. C'est pour ça que nous demandons du respect. Le continent africain demande du respect. Nous avons fait beaucoup de choses et nous méritons ce respect. Voilà, son Excellence Albert Roger Mila, satisfait de la prestation de ce gamin. Vous l'avez dit, Pierre-Laurent, maintenant c'est la Côte d'Ivoire pour le 30 janvier prochain. Ouais, et là, c'est ce que les Anglais appellent souvent do or die. C'est du kit ou c'est du kit double. Donc voilà, le Cameroun absolument devrait à tout prix, n'est-ce pas, battre la Côte d'Ivoire pour accéder en demi-finale. Absolument. Et quand la Côte d'Ivoire, vous pensez vraiment qu'elle va continuer à monter en puissance cette formation? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de douter. Tant qu'elle aura un système aussi solidaire, bien solide sur la base défensive et faire preuve de beaucoup de solidarité, il n'y a pas de raison que cette belle équipe, cette brillante équipe s'arrête en chemin. La défense camerounaise qui jusqu'ici n'a que pris un seul but contre la RDC. Oui. Et je crois en 3 matchs. Tout à fait. Toute l'équipe entière en a marqué 4 buts en 3 matchs. Je crois que c'est une très bonne moyenne. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Je pense aussi que c'est également l'occasion de jouer les techniciens locaux. Oui. On ne leur rend pas suffisamment hommage, alors qu'en réalité, ils n'ont rien à envier aux techniciens expatriés. Voilà. Voilà ce qu'on peut donc dire sur cette sélection A' du Cameroun qui joue les quarts de finale le 30 janvier. On va parler d'une autre sélection, mais cette fois-là féminine. Les U17 qui ont également obtenu leur qualification dimanche dernier à Addis Abeba contre l'Éthiopie. Elles ont obtenu cette qualification pratiquement à l'arraché.
C'était au tir au but après le score de 2-1 en faveur de l'Éthiopie. Mais comme le Cameroun avait gagné cette formation ici au Cameroun sur le même score, il a fallu, n'est-ce pas, aller prendre le ticket qualificatif pour le prochain tour au niveau des tirs au but. Et ce que les Camerounaises ont donc brillamment fait. La gardienne a d'ailleurs enrayé 2 pénaltys. Elles sont arrivées au Cameroun hier. Nous étions à leur hôtel le rencontrer. On vous propose de regarder cet élément. Et juste derrière, vous suivrez les réactions de quelques joueuses. Elle n'a pas attendu plus de 24 heures après sa victoire dimanche dernier. La sélection nationale cadette de football féminin est déjà chez elle au Cameroun. Toute la délégation est en ce moment en route pour la capitale politique, Yaoundé. Arrivée à Douala aux environs de 13 heures, les joueuses, le reste des encadrés et le staff administratif vont mettre le cap à leur hôtel avant de regagner la capitale politique. Pour Minkrio Biroué, le sélectionneur, rien n'est encore acquis car la prochaine étape dans quelques jours sera encore plus difficile. Le technicien pense que tout le monde aura le cœur tranquille à la qualification car c'est aussi l'un des objectifs majeurs du groupe. Le groupe pourrait justement donc se remettre immédiatement au travail après son séjour à Yaoundé. Tout va dépendre de la FECAFOOT. Sauf changement de dernière minute, la sélection va rentrer en stage dans les prochains jours. Question de mieux préparer le prochain tour qualificatif pour le mondial des U17 féminin Jordanie 2016. Les Lions indomptables affrontent en mars la sélection cadette égyptienne. Voilà, contre l'Égypte, ça va donc être une autre paire de manches. On vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies donc après cette arrivée. On va écouter la gardienne de but, celle qui a enrayé 2 pénaltys, la capitaine et le consultant de cette formation, le coach Richard Toa. Tous s'expriment au micro de Cam News 24 Télévision. Par rapport à la qualification de notre match en Éthiopie, dès le début, ça n'a pas été facile pour nous. Parce que nous avons passé une première mi-temps très dur, très difficile. Nous avons pu prendre 2 buts à la 15e minute de la première mi-temps. Nous avons failli baisser les bras, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu la foi et la force de continuer à croire que nous pourrons gagner aussi, comme nous gagnons à faire la Coupe du Monde. Je ne peux pas accepter que l'Éthiopie nous gagne. Donc pour moi, c'était inconcevable et je savais qu'on allait revenir au score. Moi, j'avais toujours espoir jusqu'à la dernière minute. Parce que jusqu'à la 85e, on était toujours gagné 2-0. Mais j'avais espoir qu'on pouvait gagner parce qu'on a eu des occasions. On n'a juste pas pu concrétiser. À la 87e minute, le but est arrivé. J'ai été, n'est-ce pas, dans cette équipe comme un consultant, celui qui, n'est-ce pas, aider le staff technique à pouvoir améliorer, n'est-ce pas, le travail. Ceci était, n'est-ce pas, notre objectif. Et ça s'est très bien passé, puisque pendant tout le stage bloqué, n'est-ce pas, on a eu beaucoup à échanger, on a eu à travailler sur ce projet qui est, n'est-ce pas, mis sur pied par le président de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, on peut se réjouir, n'est-ce pas, de ce résultat qu'on a pu avoir pendant ces jours. C'est le fruit du travail du staff technique, n'est-ce pas, qui a vraiment mis beaucoup d'accent sur la discipline aujourd'hui et qui se retrouve dans cette équipe. On peut vraiment saluer ce travail qui est fait et c'est pour cette raison que moi, personnellement, je suis très content. Voilà, les U17 qui ont fait honneur au Cameroun, les U17 féminins qui ont fait honneur au Cameroun, Pierre-Laurent. Absolument, absolument. Je pense que elles sont à féliciter doublement parce que inutile de dire que chez nous, le championnat ne se joue pas. Oui. Et réussir à bâtir une équipe presque à partir de rien et se qualifier contre une solide équipe éthiopienne, franchement, il faut le faire. Bravo, voilà. Bravo les filles. C'est des filles, donc, il faudrait donc, voilà, bravo donc à nos valeureuses Lions, mais ne restons pas euphoriques puisque contre l'Égypte, ça va être une autre paire de manches au mois de mars, disons-le ainsi. Donc, il faudrait qu'elle continue à travailler et cela m'amène peut-être à vous poser la question. Pour vous, comment est-ce qu'elle devrait-elle s'en prendre? Rester, attendre ou alors continuer justement à travailler à travers des stages bloqués pour continuer justement à garder le rythme? Au football, comme dans toute autre chose, le succès dans le travail. Ouais. Elles doivent continuer à travailler, continuer à se lâcher, continuer à vouer les fonds à coup, comme on dit, et puis nous procurer du plaisir. Nous procurer du plaisir. Et ça, leurs aînés l'ont fait à la Coupe du Monde et elles sont sur cette voie.
C'est dommage qu'elle le fasse dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'on sait que chez nous, il n'y a pas de championnat. Voilà, malheureusement. On espère donc qu'à travers ces différentes victoires, puisque ces U17 ne font que suivre l'exemple de leur aîné, l'équipe nationale Fagnon et même l'équipe nationale féminine junior, disons-le ainsi. On espère donc que tous ces bons résultats, avec la CAN qui arrive, la CAN féminine qui arrive, eh bien, il y aura un championnat véritable pour permettre à ces jeunes filles justement de faire éclore ou alors exploser leur talent. On va dans quelques minutes parler de l'organisation de la CAN féminine 2016 et même de la CAN 2019. Mais avant cela, on a encore un élément à vous proposer sur le championnat de football du Cameroun. Vous le savez, le championnat démarre le 30 janvier prochain. Avant ce championnat, avant ce démarrage, il y a des équipes qui se préparent. Voilà, l'Union sportive de Douala a bouclé sa série des rencontres amicales dimanche dernier, malheureusement par une défaite contre Unisport de Bafang de 0-2. Mais avant cela, eh bien, les 3 autres rencontres amicales s'étaient soldées en faveur de l'Union sportive de Douala. Une particulièrement, c'était contre APGS de Fou. Et ce jour, nous étions au stade, on vous a ramené ces images. Juste après, on va suivre quelques réactions et on reviendra ici parler justement de la thématique centrale de cette édition, à savoir la CAN 2016 et 2019. Union sportive de Douala contre APGS de Fou ici en bleu. Les enfants de Diallo Sioué en amical n'ont pas tremblé. L'équipe de Douala va inscrire ses 2 buts à la première et la deuxième période. Madjo ouvre le score et Fontaine va sceller le sort des joueurs de Fou. Une énième victoire qui s'aligne sur la série de 4 rencontres que le club va jouer d'ici dimanche. La victoire de ce jeudi vient après celle enregistrée devant la Panthère sportive du Ndé et Botafogo. 6 buts inscrits en 3 sorties. Cela fait une moyenne de 2 buts par rencontre. Des performances qui pourraient aider l'équipe avant l'entame du championnat. Ce dimanche, les Nassara Gamakai affrontent Unisport de Bafang. Le 30 janvier prochain, les Verts et Blancs ouvrent le bal ici à Douala devant Dragon de Yaoundé pour la première journée du championnat professionnel du Cameroun. Janvier, la formation de Dragon de Yaoundé. On va d'abord suivre ces 2 réactions recueillies par Josué Gongang au stade de la réunification. Le gardien de but et l'entraîneur principal des unionistes, Diallo Sioué, se sont exprimés au micro de notre reporter. C'est pour évaluer le groupe, évaluer le niveau de travail que nous on est en train de faire, qu'on est en train de parfaire là, parce que c'est pratiquement la finition là. Et vous savez, on doit jouer la Champions League, c'est autant. C'est aussi important de rencontrer des adversaires comme APGS de Fou, comme Unisport de Bafang et autres, pour vraiment nous situer, pour nous situer dans le contexte africain, parce qu'on aurait voulu qu'avant de jouer ces matchs-là, qu'on soit en train de faire 4, 5, 6 matchs dans les gens pour affronter la compétition africaine. Non, vous savez, c'est les matchs de préparation. Il y a toujours les corrections. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de déchets techniques, surtout quand on a perdu beaucoup de ballons. Bon, peut-être, on peut trouver 1001 raisons, mais toujours est-il qu'il faudrait les corriger avant le début du championnat. Ah, vous savez, APGS, c'est une équipe. Comme d'habitude, nous on prend match après match et c'est à la fin qu'on fait le décompte. Voilà, l'Union sportive qui, on le rappelle encore, a donc bouclé sa phase, n'est-ce pas, préparatoire dimanche dernier contre Unisport de Bafang, perdu la rencontre, 0 but contre 2. Voilà, malheureusement pour nos amis de l'Union sportive de Douala. Mais cela peut-être nous amène, Pierre, avant de chuter sur le thème principal, la Ligue de football professionnel qui va donc engager son championnat après moult reports le 30 janvier. Alors, Pierre-Laurent Tamo, comment est-ce que vous appréciez cette préparation du côté des clubs, des équipes, les rencontres amicales? Cette année, ça semble être plus différent que l'année dernière. On a quand même vu plusieurs formations livrer autant de rencontres amicales avant, n'est-ce pas, que le championnat ne commence. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, surtout que face au rapport du championnat, il faut multiplier les matchs amicaux pour garder la condition. N'oublions quand même pas que ce championnat aurait dû démarrer le 9 janvier. Tout à fait. Après, ça a été reporté au 18 et au 16 oui. Et finalement, il va tout nous dire que ça démarrera ce week-end. Donc, face à ça, ça fait quasiment ça fait 3 semaines. Entre-temps, les clubs ne peuvent pas rester comme ça. Ouais.
Ils sont obligés de multiplier des matchs amicaux. Et c'est dommage parce que dans le cadre du football professionnel, la programmation, la déprogrammation, ça ne sert malheureusement pas à notre football. Voilà. Malheureusement, la programmation et la déprogrammation ne servent donc pas au football professionnel. Je crois là, c'est, on peut dire, parole d'un expert, parole d'un professionnel, d'un spécialiste des questions de la Ligue. Mais Pierre-Laurent, définitivement, on va peut-être sortir de la question très rapidement. C'est une question qui semble peut-être être fermée. 5 ans après, est-ce que véritablement, progressivement, on est en train de faire asseoir le professionnalisme dans notre championnat de football? Hélas, non. Je ne pense pas. Il y a quelques remous de surface, certes, mais le processus n'est toujours pas enclenché. Et j'ai eu l'occasion à le dire au général Semengue, que je rencontre de temps en temps, oui. Et surtout à Thérèse Pauline Manguele, qui est la secrétaire générale de la Ligue, que dans cette affaire, tant qu'on n'aura pas fait l'état des lieux des clubs, on ne pourra jamais savoir par quel bout prendre cette opération. Qu'est-ce que vous entendez par état des lieux des clubs? L'état des lieux des clubs, c'est une opération qui constitue à avoir une base de données. Prenons, vous avez cité tout à l'heure Union de Douala. Oui. Je ne sais pas si vous avez une préférence particulière, mais on va rester sur cet exemple-là. Sport de la Ligue, par exemple. Voilà. Parlons donc de Eding Sport de la Ligue qui fait son arrivée dans l'élite. Alors, il faut que les dirigeants de la Ligue aillent dans la Ligue pour faire un audit de Eding, à la fois sur les opérations internes, à savoir l'organisation en interne, l'effectif, le staff administratif, les encadreurs, les entraîneurs, etc. Et maintenant, le mode de fonctionnement de Eding, à qui appartient le club, quel est le processus de décision à Eding, ça c'est en interne. Après, vous avez un volet en externe. Dans la Ligue, quelles sont les entreprises, quel est le pouvoir d'achat dans la Ligue, quelles sont les élites de la Ligue, quelles sont les infrastructures dont dispose la Ligue. C'est tous ces éléments qui permettent de faire ce qu'on appelle l'état de lieu et d'établir donc une base de données de travail. Ça permet de faire des statistiques et là on a une base pour réfléchir et sortir un peu de ces carcans où on dit vous devez vous transformer en société. On cite à tort et à travers. Si on voit le canon de Yaoundé, il y en a plusieurs factions. Il y a le canon SAOS, Société Anonyme à Objet Sportif. Il y a l'autre versant du canon SASP, Société Anonyme Sportive Professionnelle. Malheureusement, que ce soit l'un ou l'autre, ces dispositions ne sont pas régies par l'acte uniforme OADA qui conditionne la création des sociétés au Cameroun et dans l'espace OADA. N'oublions quand même pas que le secrétariat de l'OADA est à Yaoundé. Je suis très peiné de voir tout cet amateurisme et ça ne grandit malheureusement pas notre pays. Malheureusement, alors là, Pierre-Laurent, c'est une analyse, j'ai failli dire, froide. Je n'ai pas qualité de dire objectif, mais ça fait froid au dos. Il a ajouté, n'est-ce pas, justement au problème d'infrastructure que va connaître, n'est-ce pas, notre championnat cette année. Les choses risquent encore d'être, n'est-ce pas, difficiles. C'est vrai que l'État du Cameroun a fait une dotation de 570 millions, dont 100 millions vont entrer dans, on va dire quoi, la réfection de certaines infrastructures. Et là, les clubs également bénéficient d'une enveloppe de 270 millions, 200 millions pour le fonctionnement de la Ligue. C'est vrai, c'est pas suffisant. Ça vous amuse, Pierre? Ça vous fait rigoler. Mais c'est peut-être quand même un bon début ou alors un début pour que la Ligue puisse... Excusez-moi, Michel. Regardez au démarrage de la Ligue professionnelle. En 2011. En 2011. Il y avait MTN qui donnait 700 millions. Et la dotation de l'État à l'époque était de 600 millions. La dotation de l'Africa Foot était, je crois, 400 millions ou plus. 410 millions. Voilà. On était dans plus de 1 milliard 500 millions. Exact. En tout et pour tout. Exact. Face aux atermoiements, à ce qu'on a connu, MTN s'est retiré. Ce qui est normal. Quand les clubs vont vers les entreprises, quand les entreprises vont vers le football, ils recherchent une visibilité. Ils ne souhaitent pas que leur image soit collée à tous les scandales, à l'amateurisme.
MTN s'est retiré. L'État a revu sa dotation à la baisse. La FECAFOOT, quand je vois les derniers événements sur les chèques impayés pour des raisons techniques, nous dit-on, menace de ne plus soutenir. Vous voyez que ça fait peur et c'est normal. Si 5 ans après la Ligue n'a pas pu démarrer, ben, elle va s'essouffler et puis qu'on perde du terrain et progressivement on va revenir au football amateur, d'autant plus que quand vous regardez certaines conditions actuelles, on se demande si le football amateur n'était peut-être pas mieux que le football professionnel. C'est possible qu'on revienne au statut d'amateur alors qu'on est déjà professionnel? La FIFA va-t-elle laisser passer ça? En quoi sommes-nous professionnels? Non, on dit que nous sommes professionnels. Ouais. C'est vrai, personnellement, je n'ai peut-être pas le droit de le dire en plateau, mais je crois quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui militent en la défaveur de ce championnat dit professionnel. Absolument. Absolument. La question donc c'est, est-ce que vous pensez que c'est possible que nous revenions à un championnat amateur? Ça, c'est la toute première question. Et peut-être pour terminer rapidement et sortir de la question, comment est-ce que vous voyez l'après-subvention de la FECAFOOT, de l'État du Cameroun? C'est-à-dire que dans les années à venir, la Ligue sera appelée, n'est-ce pas, à fonctionner, à voler de ses propres ailes financièrement. Mais c'est le but d'une ligue. Oui, comment est-ce que vous voyez cet après-là? C'est le but d'une ligue. Si les aides de l'État, de la fédération, c'est pour permettre à la Ligue de prendre ses marques. 5 ans après, si 5 ans après, elle ne prend pas ses marques et que les sponsors ou bien on va dire les donateurs se retirent, ben, la Ligue va se casser la figure. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'après cette période, ça risque d'être une autre période plus difficile. Mais bien sûr, on va revenir au football amateur. Pour le prochain bureau exécutif. Mais seulement, moi je n'aimerais pas qu'on accable beaucoup la Ligue. Je pense qu'en étant proche de la Ligue fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Je crois qu'il faut davantage militer pour un soutien beaucoup plus fort de la fédération, de la FECAFOOT. À mon avis, la première erreur, oui, allez-y. À mon avis, la première erreur, c'était la FECAFOOT a vite subdélégué, comme on dit, parce que c'est une délégation de la FECAFOOT à la Ligue. Tout à fait. La FECAFOOT a vite subdélégué à la Ligue sans que la Ligue ne soit prête. Il aurait été, à mon avis, plus intéressant de créer au sein de la FECAFOOT une commission chargé de travailler sur la mise en place du football professionnel. Exactement. C'était peut-être ce qu'il fallait faire avant, et de manière à faire cet état des lieux. La fédération pouvait le faire sans problème. Elle a les ressources, elle a de tout, parce que quand même, n'oublions quand même pas que ça demande beaucoup d'argent. Tout à fait. Alors que pour le fonctionnement de la Ligue a aussi besoin d'argent pour son fonctionnement et pour l'organisation du championnat. Donc à l'arrivée, on se retrouve avec beaucoup de demandes que la Ligue ne peut pas satisfaire. Donc je pense qu'il faut, à mon avis, pour éviter qu'on ne revienne au système amateur qui était malheureusement meilleur que le professionnalisme qu'on ne sert aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et puis, il n'y avait pas d'attardement dans l'organisation. Oui. Le match démarrait à temps et s'achevait à temps. Pierre, en un mot, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Comment est-ce qu'on peut... C'est vrai, vous avez expliqué, mais en un mot, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'on soit meilleur dans un championnat amateur que dans un championnat professionnel. Comment est-ce qu'on devrait expliquer cela en un ou deux mots, M. Tamou? Moi-même, vous êtes le spécialiste des questions je suis moi-même dépassé par cette situation. Quand on dit professionnalisme, c'est pour sortir de l'amateurisme. Quand à l'arrivée de l'amateurisme... On rappelle juste que l'amateurisme, c'est un championnat où ça va dans tous les sens. Alors que dans un championnat professionnel, tout devrait être réglé comme une horloge suisse. Absolument, absolument. L'organisation professionnelle de notre championnat nous a fait voir des matchs à 11 heures. Au stade d'unification de Douala, où on programme 3 matchs, où le premier va commencer à 11h midi, sur le canicule. Et puis, mais en Angleterre, on joue à midi, parfois à 13h. Je ne sais pas si c'est sur le canicule comme à Douala. En plus, je ne sais pas si en Angleterre, on fait 3 matchs d'affilée. Moi, je ne pense pas. C'est une bonne question. On ne veut pas 3 matchs en Angleterre. Malheureusement, je ne réponds pas aux questions. Et un spectateur, je ne suis pas sûr qu'un spectateur peut s'asseoir pour voir 3 matchs.
Ça, c'est difficile. On va À donc moins retenir. de n'avoir rien à faire. Ah ben là, on va donc retenir que c'est vraiment difficile, mais comme l'a si bien dit Pierre, on ne va pas tellement tirer peut-être sur la Ligue, puisqu'elle elle fait, n'est-ce pas, de son mieux pour que ce championnat puisse, on va dire quoi, épouser son caractère professionnel, même si c'est difficile. On rappelle, juste pour terminer, que nous l'avons appris le week-end dernier, le général Pierre Semengue est donc candidat à sa propre succession. Pierre-Laurent, un mot, rapidement, pour sortir. Ben, je ne suis pas étonné et je pense que la candidature du général n'est pas usurpée. Et, par rapport aux autres candidats qui vont se déclarer, il est pour l'instant le seul capable d'ouvrir des portes essentielles pour la mise en place du football professionnel. Très bien. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la Ligue la Ligue de football professionnel. Alors, le championnat, pour nous résumer, reprend le 30 janvier prochain avec cette rencontre inaugurale ici au stade de la Réunification entre l'Union de Douala et Dragon de Yaoundé. Beaucoup d'animations, on annonce beaucoup d'animations, notamment la présence de Coco Argenté qui est devenu la mascotte officielle de la Ligue de football professionnel. Je rappelle également pour terminer que le général Pierre Semengue sera dans la ville de Douala dans les tout prochains jours. On va à présent parler de la CAN féminine 2016 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ces deux événements vont être organisés par le Cameroun, je l'ai dit, en 2016 et en 2019. Alors, la question qui taraude les esprits des Camerounais depuis quelques mois, elle est la suivante. Le Cameroun sera-t-il prêt à l'organisation de ces deux grandes compétitions? Alors, qu'est-ce qui devrait être compris dans cette question? Pierre-Laurent Tamo, je vais me retourner vers vous. D'abord, la toute première question. Lorsqu'on parle d'une organisation d'un championnat d'Afrique ou alors d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça représente quoi? Ça regroupe quoi, en gros? Ben, d'abord, l'organisation d'une compétition de cette envergure, c'est avant tout la vitrine du pays. Le pays organisateur s'expose au monde entier. Et on a là une belle opportunité de se faire connaître par le monde entier, de faire admirer ses ressources ou ses richesses naturelles afin d'attirer les touristes et les éventuels investisseurs. Donc, l'organisation d'une compétition de cette nature est une aubaine pour booster l'économie d'un pays. Mais à condition que l'organisation soit parfaite, que l'organisation soit irréprochable. Ce qui semble ne pas être le cas jusqu'à présent. Très bien. Pour ce qui est donc justement de la CAN, je rappelle que le stade de Limbé est l'un des stades, puisque la compétition va se jouer dans deux villes, Yaoundé et Limbé, ou alors le centre et le sud-ouest. Le stade de Limbé vient juste d'être baptisé il y a de cela quelques heures, selon, n'est-ce pas, nos sources sur place du côté de Limbé. Camnews 24 a une grosse équipe de ce côté-là. Désormais, c'est le Limbé Omnisport Stadium. Il a été donc baptisé et qu'un émissaire de la Confédération africaine de football est donc dans cette ville pour inspecter justement alors, cette infrastructure sportive qui va accueillir la rencontre inaugurale le 16 novembre prochain. Alors, Pierre-Laurent, organiser une Coupe d'Afrique des Nations féminines se résume-t-il au moyen, ou alors se résume-t-il au stade seulement, ou alors il y a d'autres éléments qui entrent en compte pour cette, on va dire quoi, cette mission-là? Naturellement, l'organisation d'une compétition de cette envergure ne se résume pas au stade. Le stade, c'est ce qu'on appelle le préalable. Un peu l'organisation d'une compétition, c'est avant tout la communication. Vous mettez quoi dans la communication? Ben, dans la communication, il faut déjà faire ce qu'on appelle, ce que les spécialistes de la chose appellent l'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire? Et on va prendre une parallèle avec l'Euro 2016 qui a lieu en France au mois de juin. Tout à fait. L'inspiration, c'est celebrating the art of football. Célébrons l'art du football. C'est ça qui est leur inspiration. Et à partir de l'inspiration, ils ont conçu le logo de la compétition. Et si vous regardez bien, leur logo, c'est bien un ballon donc,
avec un trophée à l'intérieur et 3 étoiles pour symboliser que c'est la 3e fois que la France l'organise avec des dessins d'art. Et vous voyez que ça, le logo ici, là, épouse bien l'inspiration. Et là, ça permet d'avoir ce qu'on appelle en communication l'identité visuelle. Et dans l'identité visuelle, vous avez d'un côté le logo et vous avez le stade avec des gens qui sont en train d'agiter les drapeaux autour qui symbolisent la fête. Vous voyez? Là, on donne une image qui pousse. C'est une projection. C'est une projection qui pousse au public, aux fanatiques, aux personnes intéressées d'avoir une idée de ce qui va se passer. Tout à fait. Chez nous, ce point... Mais là, c'est dans un cadre, là c'est dans un... C'est dans le cadre... C'est dans le cas où la compétition est majeure, mais là, on est au niveau de la CAN, du championnat d'Afrique de football féminin, qui est une compétition pour la CAF mineure. Je ne sais pas si c'est une compétition mineure. Je pense qu'il ne faut pas réduire la CAN féminine à une compétition mineure. Je pense que c'est une compétition comme toute autre. Je pense que c'est une compétition qui devrait nous servir pour mieux nous préparer pour la CAN 2019. Que si vous appelez la CAN féminine mineure, ça veut dire que pour vous, c'est la CAN de 2019 qui est majeure. Non, je pense, comme l'avait dit le chef de l'État, il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Donc, je crois qu'à ce niveau, c'est une compétition où il faut réellement s'investir. Oui. Là, j'ai parlé de la communication en termes de l'identité visuelle. C'est ce qu'on va voir, mais ce n'est pas tout. Cette Coupe d'Europe qui sera donnée en juin, ça s'appellera Henri Delaunay. Henri Delaunay, pour vous faire l'histoire, c'est un secrétaire général à la fédération qui avait contribué à la création de la Coupe d'Europe en 1954. Malheureusement, il est décédé en 1955 avant la première édition. Et les Français ont trouvé donc cette occasion pour lui rendre hommage en appelant trophée Henri Delaunay. Donc, et c'est aussi ça qui fait la fierté d'un pays. Je pense que la CAN 2016, ce n'est pas usurpé de le baptiser, par exemple, trophée Bapelépé pour ce qu'il a fait pour le football camerounais. C'est aussi... ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On pourra trouver d'autres noms pour le mettre. Je pense qu'il faut qu'on soit... qu'on rende hommage à ceux qui nous ont mis à un niveau élevé. Oui. Ça encouragera d'autres enfants à avoir l'amour de la patrie, à s'investir à fond dans cette activité, sachant que pour la prospérité, leur nom peut être collé à un événement. Voilà. Vous voyez? Donc ça, on était juste sur un détail de la communication. Tout à fait. Et il y en a d'autres. La mascotte. Par exemple. En France, c'est vraiment un volet de communication. Hein, absolument, je veux dire que c'est... En France, pour l'Euro 2016, c'est Super Victor. Ouais. Regardez, Super Victor. Victor est un prénom certes français, mais c'est quand même un prénom qu'on retrouve dans presque tous les pays européens. En Espagne, vous avez Victor Valdés. Ouais. Au Portugal, vous avez Victor Baia, ouais. Etc. Donc, vous voyez, ils essaient de trouver... Ils travaillent... Il n'y a rien au détail. On reste toujours dans l'inspiration. On reste dans l'inspiration, effectivement. Et puis, il dégage des valeurs. Parce que le foot, avant tout, doit générer des valeurs. C'est ça qui rapproche les gens. Ouais. Et pour le cas de l'Euro 2016, il y a 3 valeurs. La fierté, le respect et le partage. Vous voyez? Et ça, ce sont des valeurs fortes qui doivent nous animer. Donc, on peut aller, ça c'est des points qui ne sont, je ne sais pas, si nos amis qui sont dans le comité d'organisation pensent à cet aspect de la chose, mais il y a tout un pan de communication qui va faciliter la négociation des contrats. N'oublions quand même pas qu'un événement majeur de cette taille demande l'intervention des sponsors, la participation des sponsors. Et lorsque vous allez dans une table de négociation avec une entreprise,
elle est davantage intéressée quand elle voit que vous avez une idée de la communication, des supports dont vous disposez, des statistiques, des informations, un ensemble de choses. Combien de spectateurs attendons-nous? Est-ce qu'on a combien de spectateurs attendons-nous pour la pour la CAN féminine de novembre? Ça, c'est une information qu'il faut avoir. On peut se projeter à partir de la dernière CAN. Mais tout cela, ça fait beaucoup de choses qu'on ne travaille pas en 6 mois. C'est des choses qu'on travaille en 3 ans. Donc concrètement, pour 2016... Je rappelle que tout ce que vous expliquez là, rien n'est pratiquement encore fait pour le cadre de la CAN féminine 2016 au Cameroun. Hein. Alors peut-être c'est fait et qu'on ne communique pas là-dessus. Nos informations font état de ce que rien à ce niveau n'est encore fait. Et c'est dommage. Je peux vous le garantir. Et c'est dommage. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir conclure des contrats et ensuite préparer les gens pour les porter. On a ce qu'on appelle les ambassadeurs des villes hautes. 2 villes vont accueillir les matchs, Yaoundé et Bimbe. Quels sont nos ambassadeurs? On ne les connaît pas encore. Alors, on a pourtant des légendes vivantes qui peuvent être nos ambassadeurs. Je pense à Roger Mila, je pense à Samuel Eto'o. Ouais. Si on continue à faire la parallèle avec la Coupe d'Europe en France en vient, vous avez Basile Boli, qui est ambassadeur de Marseille, où il a été un joueur emblématique. Un joueur emblématique qui a donné la Coupe d'Europe, l'unique Coupe d'Europe à ce jour de la tête. Exact, ouais. Contre le Milan AC. Un son petit coup de tête. Oui. Vous voyez, donc voilà un autre niveau de reconnaissance. Et quand je vois que chez nous, en permanence, on envoie une délégation de fonctionnaires pour aller négocier avec les binationaux pour qu'ils viennent jouer, sans que les binationaux ne se reconnaissent en face des fonctionnaires qui sont devant eux. Ça devient encore plus compliqué. Tout à fait. Alors là, c'est dans le volet peut-être marketing et communication. Ce n'est pas seulement le seul volet. Il y a également, c'est vrai, tout à l'heure, on avait commencé par parler des infrastructures. Mais quand on parle d'infrastructures, on ne parle pas seulement des stades. Il y a la ville, il y a les hôtels, il y a les hôpitaux. Il y a les transports. Est-ce que vous pensez que il y a les transports? Justement, les transports, et là, c'est bien d'en parler, puisque la route qui mène vers le stade Omnisport de Limbe, cette route-là n'existe pas encore. Ou alors elle est en voie de chantier et elle pourrait ne pas s'achever avant la compétition. Et justement, à ce niveau, c'est l'une des grosses inquiétudes. Et le ministre des Sports du Cameroun, ou alors le gouvernement du Cameroun, n'est pas satisfait. Aux dernières nouvelles, les informations font état de ce que tous ceux qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans cette construction de cette route-là, pourraient répondre, n'est-ce pas, de leurs faits. Ben, écoutez, Michel, je vais répondre de manière globale à cette question, pas particulièrement à Limbe. Lorsque on organise une compétition de cette nature, la première chose à faire, c'est d'avoir un immeuble ou des bureaux qui abritent des comités d'organisation. Tout à fait. Ça, c'est la première chose à faire. Et je vais vous prendre... local committee. Exact. Et je vais vous prendre l'exemple de l'Afrique du Sud qui a réalisé une excellente Coupe du Monde en 2010. Ils avaient le Lafa House, un immeuble sous forme de ballon construit à 6 millions d'euros, où on avait centralisé toutes les activités liées à l'organisation. Ensuite, il y a également la mobilisation des budgets. Dans le cadre des travaux d'urgence, comme on l'a, ça ne peut malheureusement pas suivre le circuit normal des travaux publics qu'on réalise chez nous, avec des décomptes, avec un certain nombre de procédures à remplir pour arriver au décaissement des fonds pas toujours disponibles. Ça, ce sont les difficultés auxquelles les entrepreneurs sur le chantier sont obligés de faire face. Alors que dans ce cadre-là, il y a des procédures simplifiées qui permettent de financer les travaux pour que ça aille vite. Je veux bien qu'on accuse les entrepreneurs d'avoir du retard. Mais est-ce que ces entrepreneurs ont aussi eu les fonds nécessaires aux travaux à temps? Là aussi est l'autre question, Pierre-Laurent Damo. Sauf que vous la posez peut-être à la mauvaise personne. On aura peut-être le temps d'en On s'interroge. Oui, oui. Nous nous interrogeons. Parce que, ayant vu comment ça se passe, en l'absence
d'un bureau où on peut voir le comité d'organisation, on peut faire toutes les supputations possibles. D'accord. Alors, pour ce qui est justement des villes, là c'est Limbé qui n'est pas encore prêt, même si d'autres informations font état de ce que certaines choses sont en train d'être faites, notamment, on parle de cet hôtel qui va bénéficier de l'appui, n'est-ce pas, du gouvernement en termes de milliards pour la réfection de cet hôtel, mais c'est peut-être le seul hôtel de la ville de Limbé ou alors de Buea. Mais à Yaoundé également, où va se disputer justement une partie des rencontres de cette CAN féminine. Je rappelle que nous sommes encore au niveau de la CAN féminine. On n'a pas encore attaqué le volet, c'est vrai que ça peut englober le volet CAN masculine en 2019. Mais Yaoundé également est pratiquement dans la traîne. Le stade est en train d'être refait, on parle de 8 mois, mais là tel que c'est parti, les travaux piétinent, le stade pourrait ne pas être refait à 100% avant le mois de novembre. Absolument. Je ne suis pas étonné. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est bien d'accabler les entreprises, mais il faut également voir si en face, les mécanismes de déblocage des fonds sont aussi fluides. Mais on peut peut-être répondre par l'affirmative, parce que on se rappelle, n'est-ce pas, de cette réunion, ou alors de ce conseil, on va dire quoi, de cette réunion que le président a eu avec tous ses ministres, où l'un des points focaux était justement les différentes compétitions. Et aux dernières nouvelles, le président lui-même personnellement aurait demandé à ce que les fonds puissent être rapidement dégagés pour que les travaux se passent sans anicroche. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur le terrain. Le problème, c'est que je suis un peu peiné parce que quand on le fait maintenant, c'est parce qu'on sait qu'on est en retard. Tout à fait. On aurait pu le faire 3 ans avant, quand oui. On a su qu'on devait organiser la compétition. Ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'il a fallu faire 3 ans avant. Oui. Et si on ne le fait pas maintenant pour 2019, s'il faut encore attendre 2018 pour commencer à mobiliser d'autres fonds, là aussi, on sera en retard. Il ne faut pas qu'on se cache. Nous avons un problème réel d'organisation de la compétition. Revenons un peu sur Limbé, où il y a les voies d'accès qui posent problème, où il y a l'hébergement qui va poser problème. N'oublions pas que c'est un stade de plus de 20 000 places. 20 000 places assises. 20 000 places assises. Et où ça veut dire que, supposons que la moitié vienne d'ailleurs, ils ne pourront pas loger à Limbé. Tout à fait. Ils seront à Buea. Et même Buea, ce n'est pas aussi gigantesque. Ou à Douala. Ou à Douala. Mais il n'y a toujours pas. Vous voyez. Et c'est ça, ça fait partie des programmes plutôt à moyen terme qu'à court terme. Si on voit, je vais toujours faire la parallèle avec la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Vous élevez le niveau très haut là, Pierre. Non, c'est qu'il faut toujours s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Si on organise bien une Coupe d'Afrique, ça peut donner des arguments pour rêver un jour organiser une Coupe du Monde. Au Cameroun, Pierre? Mais pourquoi pas? Dans combien d'années à peu près? Il suffit de travailler, c'est tout. Les Sud-Africains avaient, pour résoudre les problèmes d'embouteillage entre Johannesburg et Pretoria, fait des trains rapides entre Johannesburg et Pretoria. C'est un investissement. Ça a permis de fluidifier le trafic et puis de mettre des gens à 45 minutes d'une autre base. C'est ça qu'il fallait faire. Le tram, par exemple, on pouvait imaginer le tram, on pouvait faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on a les plateaux techniques pour les soins hospitaliers? À Limbé? Oui. J'en doute fort. Voilà peut-être. Alors, maintenant, s'il y a un souci au stade, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que l'hélicoptère... Un arrêt cardiaque, quelque chose de cette nature, je ne le souhaite pas, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Quand vous voyez que pour la Coupe du Monde 2010, Michel Platini, qui avait émis des doutes sur la capacité de l'Afrique à organiser une compétition de cette envergure au point de demander un plan B. Tout à fait. Ironie de l'histoire, il a eu un malaise en Afrique du Sud. Il y a eu un plateau technique qui s'est occupé de lui instantanément. Il en est ressorti comme si de rien n'était. Oui. Je pense que nous avons au Cameroun des moyens d'organiser une belle compétition qui, sous le plan de l'organisation, peut être irréprochable, mais qui
également sur le point économique peut être rentable. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore évoqué le volet financier qui est tout un autre pan d'analyse. Alors, puisqu'on va bientôt sortir, Pierre, avant peut-être de revenir boucler justement avec ce volet-là, alors je vous propose de regarder cet élément. C'est pour ceux de contracter un tout petit peu. C'est un jeune footballeur d'origine camerounaise, malheureusement il est suisse. Il est gardien de but. On vous propose de regarder, n'est-ce pas, les temps forts de cet élément-là. Nous avons été frappés par les prouesses de ce gardien camerounais, malheureusement, ou alors heureusement, qui est suisse. Il joue dans le BSC Young Boys. C'est un championnat, c'est une formation de première division en Suisse. Il a 21 ans. Il s'appelle Yvon Mvogo. Regardez attentivement, juste derrière, on va revenir. Voilà, Yvan Mvogo, 21 ans, 1m88, malheureusement il est suisse. Voilà, il évolue avec le BSC Young Boys. C'est une formation, c'est un club en Suisse. Il a avec les U21, il a fait pratiquement toutes les catégories. Et là, il est avec la sélection suisse, on a appris cela. Alors, Pierre-Laurent Tambo, le volet financier de cette compétition n'intéresse peut-être pas trop les gens, mais c'est un volet également important. Et là, la dernière question également maintenant, c'est si véritablement le Cameroun ne va pas organiser un championnat au rabais. La CAN 2016, Bien sûr. Naturellement. Ah, c'est déjà acté. C'est déjà acté que sur le plan économique, on n'engrangera pas beaucoup de ressources. Regardez un peu l'organisation d'une compétition de cette nature. Si on avait fait par exemple penser à ce qu'on appelle les fan zones, parce que la CAN va se faire dans deux villes, Yaoundé et Limbé. Mais toutes les villes du Cameroun doivent se sentir concernées par l'événement. Et dans ce cas, pour intéresser toutes les villes, il suffit juste de créer ce qu'on appelle des fan zones. C'est-à-dire qu'on prend un espace comme Camtel. Ici, le stade de Camtel, où on fait les foires en permanence. On l'encadre bien, on met un écran géant. Et puis, autour, vous allez voir des petits commerces de braises, de boissons, etc. D'ailleurs, toutes les fois au Cameroun, quel que soit l'objet, ça se transforme toujours en restauration et en boisson. Là, on a enfin une bonne occasion de restauration et boisson. Et ça va créer de la ferveur populaire, ça va créer de l'émotion, et chaque ville va se sentir concernée par l'événement. Et là, ça a des retombées sur l'économie. Les sponsors peuvent être intéressés parce qu'ils savent que dans une ville comme Douala, il y aura peut-être 1 million de personnes qui viendront regarder des matchs, donc ça sera des vues, etc. Et ça fera des ressources.
Très bien. Alors, Pierre-Laurent Tambo, on va donc se résumer en disant en une minute que le Cameroun, Et ni sans à la compter, CAN 2016, encore moins à la CAN 2019, ne sera pas prêt. non, on peut dire que de 2016, c'est compliqué, mais 2019, c'est maintenant. Parce que les touristes qui doivent venir, il faut qu'on crée des conditions pour qu'ils puissent dépenser énormément d'argent. Les Français, pour l'Euro 2016, évaluent à plus du milliard d'euros ce que les touristes dépenseront dans leur pays. Et ça permet de booster l'économie. Voilà. Malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Mais il n'est pas tard. Je pense que le tout, c'est de prendre conscience et de savoir qu'il y a dans ce pays des hommes et des femmes capables de travailler pour que le Cameroun soit un modèle en termes d'organisation, de compétition. Nous avons tout pour le faire. Très bien. Mille fois merci Pierre d'avoir répondu à notre appel. On espère que ce ne sera pas le dernier puisqu'on aura pas mal de choses à se dire pour ce qui est justement de cette compétition. Merci Pierre-Laurent Tambo. Ben, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de CAMNews 24, surtout en votre compagnie. Et chaque fois que vous m'appellerez, je n'hésiterai pas une seconde à répondre présent. Voilà, c'était donc la tanière sur CAMNews 24 télévision. Merci d'avoir regardé. Retrouvons-nous mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.